écrase ou déchire encore plus de tissu sur son passage. La cartouche 5,56 mm à tête ronde du fusil M16 est la cartouche standard de l'armée américaine. Utilisée de la guerre du Vietnam jusqu'à nos jours, elle crée des plaies très différentes. Nous avons ici le profil d'une blessure de fusil M16, semblable à ceux utilisés au Vietnam. Comme vous pouvez le constater, la balle pénètre dans le corps et ne bascule pas avant de s'être enfoncée de 10 cm dans la chair. Mais quand elle le fait, elle se fragmente. Les fragments s'éparpillent, causant de multiples blessures à mesure qu'ils déchirent les chairs. Plus terrible encore est un tir rapproché de fusil chargé avec de la chevrotine qui déchire le corps de part en part. Ceci nous montre que les plombs iraient quasiment tous se loger dans la poitrine. Chaque plomb se ferait un chemin à travers le corps. Tous ces chemins sont très proches les uns des autres et ils réduisent les tissus à une sorte de chair à saucisse. Je ne pense pas qu'on puisse survivre à une telle blessure. Soldats et policiers doivent se défendre contre ce type d'armes. Comment se protègent-ils donc? Réponse, avec un gilet pare-balles. Il y a deux types de gilets pare-balles modernes, le rigide et le souple. Les concepteurs ont mis au point un gilet pare-balles rigide pour défléchir l'immense puissance d'un tir de fusil à balles. Il est constitué de plaques de céramique ou de métal et fonctionne sur le même principe qu'une armure médiévale. Ce gilet absorbe l'énergie de la plupart des balles. Dans la police, on utilise le gilet pare-balles souple conçu principalement pour arrêter une balle de revolver. Cette protection flexible que l'on porte comme une veste permet de garder une plus grande liberté de mouvement qu'un gilet rigide. Les gilets pare-balles opèrent comme un filet très résistant pour arrêter les projectiles. Pensez à des buts sur un terrain de football. Le filet est fait de morceaux de corde tressés les uns avec les autres. Quand un joueur donne un coup de pied dans le ballon et tire en direction des buts, le ballon est chargé d'énergie, tout comme une balle qu'on vient de tirer. Lorsque le ballon frappe le filet, il enfonce les cordes du filet. Chaque morceau de corde tire sur les autres, répartissant ainsi la force de l'impact sur une surface plus grande, de sorte que l'ensemble du filet absorbe l'énergie du ballon. Un gilet pare-balles souple absorbe l'énergie de la même façon. Ces gilets sont tissés en Kevlar. Le Kevlar est une matière légère mais 5 fois plus résistante que l'acier à poids égal. Tissez-le en un filet dense et vous obtiendrez une absorption massive d'énergie. Quand un agent qui porte un gilet pare-balles souple reçoit une balle, il ne souffre généralement que de quelques meurtrissures ou contusions, car la quantité d'énergie générée est dispersée par le gilet. Voici comment cela fonctionne sur le terrain. Tout d'abord, le gilet souple. À courte distance, Grissom tire une balle de 9 mm. Une balle de calibre 45. Puis un fusil chargé de chevrotine. La couche externe du gilet a arrêté à la fois les balles de calibre 45 et 9 mm et un des plombs de chevrotine. Les 8 autres plombs se sont logés dans les couches internes du gilet. Le gilet souple a donc arrêté tout ce qu'on a tiré sur lui. Il ne pourrait cependant pas arrêter un tir de fusil à balles. Pour ce faire, il faut un gilet rigide en plaque de céramique. Grissom tire une balle de fusil sniper 7,62 mm à courte distance. Cette balle est 5 fois plus puissante que le calibre 45.
On voit le point d'impact circulaire. Et on voit que la céramique s'est fendue. La céramique externe a encaissé le gros du choc et la balle s'est logée dans la plaque arrière. Regardez les morceaux de céramique. Voici ce qui reste de la balle. Mais la balle n'a pas transpercé le gilet. Les gilets souples conviennent aux tirs de revolver et de fusil à plomb et les gilets rigides aux tirs de fusil à balles. Tout ceci est important pour comprendre le comportement des balles. Cela peut aussi nous aider à résoudre des crimes, voire à mettre un meurtrier derrière les barreaux. Dans ce bar de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un crime a été commis. Voici l'homme qui a utilisé la balistique pour envoyer le meurtrier en prison. Blaze Craer est détective dans la brigade mobile de la police de Pittsburgh. Nous répondons aux appels concernant les homicides, les attaques à main armée, les cambriolages et notre principale fonction est de nous occuper de la partie physique et médico-légale de l'enquête. L'histoire qui suit est basée sur les rapports de police de l'homicide en question. Nous sommes en juin 2004 dans un bar de quartier. Une querelle entre un homme et une jeune femme s'envenime sérieusement. Furieuse, la jeune femme part chercher son petit ami. Quelques minutes plus tard, celui-ci arrive à toute allure en voiture et tire des coups de feu dans le bar, tuant ainsi l'homme. Lorsque le détective Craer arrive sur les lieux, la police a déjà appréhendé le petit ami. Il admet avoir tiré plusieurs coups de feu dans le bar sous le coup de la colère, en passant en voiture. Il s'agirait alors non pas d'un meurtre délibéré, mais de coups de feu tirés d'une voiture en marche. Soit un homicide involontaire avec une peine maximale de 20 ans de prison. Mais les détectives le soupçonnent de mentir. S'ils peuvent prouver qu'il a arrêté la voiture, il est passible d'une accusation de meurtre et d'un emprisonnement à vie sans possibilité de libération sur parole. Seule la balistique peut prouver ce qui s'est réellement passé. Lorsque l'on tire d'une voiture qui roule, les trajectoires des balles ont des angles différents. L'expertise médico-légale peut mener Craer à la vérité, mais avant tout, il doit retrouver les balles. Nous avons déterminé que 4 coups avaient été tirés dans le bar. 2 balles s'étaient logées dans la porte d'entrée, une dans le mur du fond de la cuisine, et la 4e avait atteint la victime à la tête. En utilisant les lasers et les perches balistiques, Craer reconstitue les trajectoires des balles et détermine d'où elles ont été tirées. Grâce aux 3 impacts de balles à partir desquels nous pouvions travailler et placer nos perches, nous avons pu établir précisément d'où venaient les balles. Au fur et à mesure qu'il travaille, reconstituant les trajectoires des balles, la vérité émerge. Toutes les balles ont été tirées d'un seul et même endroit. Tout indiquait que les coups avaient été tirés à l'arrêt. Il ne s'agissait donc pas de coups de feu tirés d'un véhicule en marche. L'enquête de Craer prouva que l'auteur du crime mentait. Il avait arrêté sa voiture et mis la victime en joue. Il s'agissait d'un homicide prémédité, autrement dit, un meurtre. On a montré qu'il avait visé la victime et qu'il s'agissait d'un geste délibéré. Il a été condamné pour meurtre au 1er degré, ce qui est passible de la peine de mort en Pennsylvanie. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui près de 200 millions d'armes à feu en circulation. Le chiffre pour l'ensemble du monde s'élève à plus de 650 millions. La police n'est pas la seule à disposer d'une grande puissance de feu. Les malfaiteurs ont eux aussi des armes puissantes. On voit tous les jours apparaître des armes plus puissantes chez l'ennemi. Il est facile de se les procurer. Elles changent souvent de main, on les échange contre de la drogue ou contre d'autres armes. Il y a donc une course à l'armement permanente entre les criminels et la police, avec des victimes des deux côtés.
Hélas, nous subissons aussi des pertes quand une arme de forte puissance est dans la rue et que nous savons qu'elle a été utilisée dans de multiples actes criminels. Nous la recherchons par tous les moyens, le but étant de la retirer du circuit aussi vite que possible. L'étude des balles donne à la police un autre moyen de résoudre les enquêtes criminelles. Le laboratoire des armes à feu examine chaque arme saisie sur les lieux d'un crime. Des tests déterminent si elle a été utilisée dans des délits antérieurs. Car comme tous ceux qui ont déjà regardé un film policier à la télévision le savent, le fait de tirer une balle la rend unique. Calvin Hooker Goddard serait le premier à avoir découvert cette caractéristique au début du XXe siècle. Cette science est maintenant connue sous le nom de balistique médico-légale ou identification balistique. Ces techniques sont simples mais efficaces. Elles permettent d'associer n'importe quelle balle ou même un fragment de balle à l'arme d'où elle a été tirée. Les lignes en relief faites par le percuteur et les stries causées par les rainures de l'arme sont aussi caractéristiques et individuelles qu'une signature ou des empreintes digitales. Michel Conner travaille comme expert dans le laboratoire d'études des armes à feu de Pittsburgh. Son service tire des coups de feu dans un réservoir d'eau avec chaque arme saisie par la police, puis examine les balles. Elle place 2 balles sous un microscope spécial, appelé microscope de comparaison pour un examen détaillé. Il y a en réalité 2 microscopes, avec 2 lentilles. Ça nous permet de visionner 2 images à la fois, de les placer côte à côte, tout en les manipulant séparément. La technologie n'a pas tellement changé depuis les années 20, époque à laquelle on a commencé à utiliser les microscopes de comparaison. Vous voyez ici une balle au microscope. Augmenter le grossissement permet de révéler les rayures, ces marques individuelles qui identifient une balle. En faisant bouger la ligne de division, Conner peut examiner les 2 balles. Ici, il n'y a pas de correspondance. Mais quand elle fait tourner la balle sur elle-même, les 2 motifs s'apparient. Maintenant, il y a correspondance. Parfois, la police ne retrouve qu'un petit fragment de balle sur les lieux du crime ou dans le corps de la victime. Mais même dans ce cas, il est possible d'établir une correspondance. Un fragment de la taille d'une tête d'épingle peut parfois permettre une identification. Ces 10 dernières années, la technologie a mis